Dans l'affaire d'aujourd'hui, nous allons parler d'Aurea Vázquez Riro, ou surnommée également la Veuve Noire, qui a fait parler d'elle pendant plus de 14 ans, que ce soit dans les journaux américains ou également européens. Et c'est ce qu'on va voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Adam, ou Adam comme vous préférez, An Heng est un jeune millionnaire qui a fait fortune principalement dans son pays d'origine qui est le Canada. Il est issu d'une famille qui se situe à Winnipeg, et Winnipeg c'est dans la province du Manitoba. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Canada est divisé en différentes provinces. On pourrait comparer ça un peu comme les départements en France ou bien les États aux États-Unis. Il est donc issu de là-bas. Et pour commencer, il a surtout fait fortune au tout début en investissant dans l'immobilier. Par la suite, il a créé une compagnie qui délivrait des conseils à d'autres sociétés. Et surtout, là où ça va vraiment marcher pour lui, c'est lorsqu'il va créer une compagnie de logiciels de jeux en ligne. Et là, sa fortune va vraiment augmenter, jusqu'au point où il va devenir millionnaire autour de ses 30 ans. En 2004, Adam décide de voir un peu de nouveaux horizons, d'élargir un petit peu tout ce qui va être son business. Et pour ça, il prend la décision de partir à San Juan, qui est la capitale de Porto Rico. Et là-bas, justement, il va faire la connaissance d'une femme qui va le subjuguer. Cette femme s'appelle Aurea Vázquez Riro. Et elle est assez connue pour avoir été une reine de beauté en 1997. Les deux, ça va être comme un coup de foudre, et une relation va s'installer entre eux, et ça va être génial au début. Il va être très généreux avec elle, puisque malgré la fortune qu'il a, il est quand même resté humble. Et surtout, il est très généreux avec les gens qu'il aime. Et c'est ce qu'il va faire justement avec Aurea, donc il va lui donner beaucoup de cadeaux, il va également lui acheter une voiture, il va lui acheter un appartement, donc c'est quand même de gros cadeaux. Jusqu'en 2005, où Aurea va annoncer à Adam qu'elle est enceinte. Et elle lui dit directement qu'elle est de confession catholique et qu'il est hors de question qu'elle pense à l'avortement, donc elle gardera ce bébé. Adam, en entendant ça, il décide directement qu'il va se marier avec elle. Parce que ce qu'il veut, c'est vraiment créer une famille avec elle et donner la chance à cet enfant d'avoir deux parents ensemble qui s'aiment, qui sont heureux. Donc il ne va pas hésiter, ils vont se marier assez rapidement. Et plus ou moins en secret. Je dis que ça en secret parce qu'ils n'ont pas prévu leur famille respective et veulent l'annoncer après coup. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la fortune d'Adam à ce moment-là était quand même de 24 millions de dollars. Et c'était un homme avisé, un businessman qui faisait quand même attention à son argent. Et donc, un jour avant le mariage, il va demander à Aurea de signer un contrat prénuptial. Dans ce contrat, il était indiqué qu'en cas de divorce, elle ne toucherait pas plus de 62 000 dollars. Alors, 62 000 dollars, c'est une somme qui est assez conséquente. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une énorme somme. Mais c'est sûr que si l'on compare avec les 24 millions qu'il a en sa possession, lors d'un divorce, elle ne gagnait pas énormément. Il va énormément s'investir dans cette relation. Il veut que ça marche. Il va même aller prendre soin de la famille d'Aurea, donc il va payer leurs dettes, il va les couvrir de cadeaux aussi, il va même les laisser emménager dans leur maison. Et à un moment, ça devient même trop que lui, il va devoir partir lui-même de sa propre maison et se prendre son appartement parce que tout le monde est là. On lui demande de payer ci, de payer ça. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il a quand même l'impression d'être vu comme un portefeuille, clairement. Et ça le met déjà mal à l'aise. Mais surtout, ce qu'il va apprendre, c'est que finalement, Aurea lui a menti. Elle n'était absolument pas enceinte. Plusieurs personnes à ce moment-là pourraient se dire « Elle m'a menti, c'est fini, je pars ». Mais Adam, il voulait quand même que ce mariage fonctionne. Pour lui, il s'était engagé auprès d'elle. Et il l'aimait. Elle lui avait menti, elle avait clairement trahi par rapport à ça. Mais il a voulu rester et donner une chance à ce mariage. Malgré tous ses efforts, après 6 mois de mariage, il va finalement demander le divorce parce qu'il comprend que la relation ne mènera absolument à rien. Il va l'annoncer bien sûr à Aurea et elle va extrêmement mal le prendre, au point où Adam a senti que sa vie était plus ou moins menacée et il va même faire appel à un garde du corps pour veiller sur lui. Et ça va vraiment être assez compliqué pour lui à ce moment-là. Il va craindre pour sa vie, il va même le signaler à plusieurs reprises à des personnes de son entourage. Aurea va tenter de l'appeler à plusieurs reprises pour pouvoir lui parler de vive voix. Elle veut le rencontrer, elle veut qu'ils en parlent tous les deux. Au bout d'un moment, Adam va accepter. Il se dit que c'est quand même sa femme, même s'ils vont divorcer, ils peuvent en parler en tant qu'adultes tous les deux, en tête à tête.
Ils vont donc le 22 septembre se rendre tous les deux dans un restaurant qui s'appelle le Dragonfly et qui se situe dans le quartier historique de San Juan. Après avoir discuté et mangé, ils sortent du restaurant et se rendent jusqu'au parking qui était aux environs. Lorsqu'ils marchent dans la rue, tout d'un coup, un homme surgit et s'attaque violemment à Adam. Donc il va lui donner plusieurs coups de brique au niveau de la tête et il va se mettre à le poignarder. Après, il va s'en prendre à Aurea, il va donc la projeter au sol et il va la frapper à plusieurs reprises au niveau du visage. Des témoins sont présents et ils vont rapidement appeler les secours. Les secours vont rapidement arriver sur place, mais malheureusement, il est déjà trop tard pour Adam. Concernant Aurea, elle a eu des coups qui sont assez superficiels. Elle a eu des coups de poing, mais sa vie n'est pas en danger en tout cas. On va quand même la faire hospitaliser afin qu'elle puisse recevoir les premiers soins. Mais les policiers ont quand même le temps de lui poser quelques questions. Et elle va pouvoir donner sa version des faits. Elle explique donc que ce jour-là, ils étaient donc au restaurant, ils sont ressortis, et d'un coup, un homme leur a demandé de l'argent. Et malgré leur coopération, Adam s'est fait directement attaquer par cet homme, et après il s'en est pris à elle. Elle ne connaît pas cet homme, elle explique juste qu'il était grand et tatoué, et ça s'arrête ici. L'hypothèse du vol qui aurait mal tourné n'est pas complètement aberrante, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque, à San Juan, la criminalité était assez en hausse, et c'était des choses qui pouvaient arriver. Donc les policiers ne se disent pas que c'est complètement farfelu, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Adam avait toujours son portefeuille sur lui, et que rien n'avait été volé. Donc là, ils se posent quand même des questions. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'un voleur irait jusqu'à tuer un homme pour finalement ne pas prendre son argent ? Ça n'a aucun sens. Après avoir appris la nouvelle concernant leur fils, les parents d'Adam vont se rendre à Porto Rico pour essayer de comprendre les faits et également pour effectuer les funérailles. Et là va avoir déjà un premier élément qui va mettre le doute concernant Aurea dans la tête des parents d'Adam. Lors de la cérémonie, personne du côté de la famille d'Aurea ne s'est présenté. Et surtout, elle-même, elle ne s'est pas présentée. Sa propre femme. Ils allaient peut-être divorcer, mais ils avaient quand même été mariés. Et elle l'avait aimé. Donc pour eux, c'est vraiment étrange qu'elle ne se présente pas aux funérailles de son mari. Et puis après, il va y avoir d'autres éléments qui vont s'ajouter. L'histoire du vol qui aurait mal tourné alors que le portefeuille n'a pas été pris. Là, ils se disent que ça n'a quand même pas de sens. Et lorsqu'ils se posent la question de à qui profite la mort d'Adam, finalement, la réponse pour eux est évidente et il s'agit d'Aurea. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y avait un contrat de mariage qui faisait qu'en cas de divorce, elle touchait 62 000 $. Mais par contre, il était aussi indiqué que si Adam décédait, à ce moment-là, Aurea toucherait 8 millions de $. Donc c'est sûr que si on regarde financièrement, Adam avait plus de valeur mort que vivant aux yeux d'Aurea. Et là, ça va vraiment créer de plus en plus de suspicions de la part des parents. Puis il y a plein de petits éléments qui s'ajoutent. Le fait qu'elle ne communique plus avec eux, le fait qu'elle refuse de parler à la police. Lorsqu'elle est convoquée, elle ne se présente pas. Et en fait, elle refuse vraiment toute collaboration avec les parents et avec la police. Bien sûr, les parents vont communiquer cette information aux policiers, mais ils sont quand même toujours focalisés sur la piste du vol qui aurait mal tourné. Donc ils ne vont pas vraiment y prêter plus d'attention à ce moment-là. Heureusement pour les policiers, plusieurs témoins étaient sur place, et l'un d'eux va justement, 3 semaines après, réussir à identifier le suspect qu'il avait vu agresser Adam. Il s'agit de Jonathan Roman Ribera. Il va être arrêté le 12 octobre 2005, donc pour le meurtre d'Adam. Il va être mis en détention en attendant son procès, mais tout du long, il clamera son innocence. 6 mois après le meurtre d'Adam, Aurea, qui n'a toujours pas eu l'argent qu'elle espérait de la succession, va donc poursuivre les parents d'Adam en justice, leur demandant ainsi les 8 millions qui, d'après elle, lui reviennent, et également demander des dommages et intérêts. Donc ça va se monter à plusieurs millions en plus. À ce moment-là, les rumeurs vont commencer à s'intensifier de plus en plus, et de plus en plus de personnes vont avoir des doutes quant à l'implication d'Aurea dans cette affaire. Mais elle va complètement ignorer tout ça, et elle va continuer de poursuivre les parents d'Adam. Et il va avoir un procès en 2006 concernant ça, mais Aurea ne se présentera pas. Donc finalement, les poursuites vont être abandonnées et cet argent restera du côté de la famille d'Adam. En octobre 2007, va finalement avoir le procès de Jonathan. À l'issue de ce procès, il va être déclaré coupable et condamné à 105 années de prison. Et les parents d'Adam sont bien sûr présents durant tout le procès. Et son père dira qu'il n'y croit absolument pas à sa culpabilité. Puisque finalement, il ne comprend pas les raisons pourquoi cet homme aurait tué son fils. Il n'avait aucun problème avec lui.
Sa mort ne lui rapportait absolument rien financièrement. Et pour lui, il se dit qu'il y a Auréa qui est derrière tout ça. Et vu que les policiers sont restés sur cette piste, qu'ils ont condamné déjà quelqu'un, il décide alors de faire appel au FBI et de donner tous les éléments qu'il a en sa possession. Quelques mois après, va y avoir un véritable retournement de situation. Le FBI va avoir la visite de 2 témoins différents. Le premier va expliquer qu'il était sur les lieux au moment du crime, qu'il a vu le ravisseur s'attaquer à Adam de façon très très violente, mais qu'avant de s'en prendre à Auréa, il les a vus discuter tous les deux. Vraiment comme s'ils avaient une discussion tout à fait normale. Et après, effectivement, il a frappé Auréa, mais il explique que, d'après lui, les coups étaient quand même très modérés. C'était pas très violent, c'était comme s'il retenait ses coups. Ce premier témoignage est déjà assez étrange, mais ce n'est rien comparé à celui qui va suivre. Le deuxième témoin, lui, explique directement qu'ils ont fait une erreur judiciaire. Il dit « Jonathan n'a absolument pas tué Adam. Le vrai coupable, je le connais, c'est un ami à moi qui s'appelle Alex Pablon Colon. Et s'il en est aussi sûr, c'est parce que c'est Alex lui-même qui lui a confié être l'auteur du meurtre. » Il expliquera qu'il ne l'a pas dit plus tôt puisqu'il voulait le protéger, mais que lorsqu'il a vu qu'un homme innocent était en prison, à la place de Alex, il s'est dit qu'il était temps de le dénoncer. En juin 2008, Alex va être arrêté et Jonathan va enfin être libéré après avoir passé 8 mois en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Alex, lors de son arrestation, va très rapidement avouer les faits. Il va admettre être l'auteur des faits, mais ce n'est pas tout ce qu'il va dire. Il va dire qu'effectivement, il a tué Adam, mais il l'a fait sous les ordres de quelqu'un. Et là, il dit que c'est nul autre qu'Auréa qui lui a proposé un contrat pour assassiner son mari. Là, il va donner tous les détails de ce plan machiavélique. Il va donc expliquer qu'Auréa, sa sœur Marcia Vasquez et le compagnon de celle-ci, José Sosa, l'ont abordé un jour, quelques jours auparavant, et ils lui ont parlé de cette histoire. Ils lui ont proposé 3 millions de dollars en échange. Puisqu'elle pensait hériter de la fortune d'Adam, elle lui avait promis une partie de celle-ci. Argent qu'il n'a finalement jamais touché, puisque cet argent est bloqué. Donc lui n'a jamais été payé pour l'acte qu'il a commis. Il va expliquer que oui, le but était bel et bien de faire passer ça pour un vol qui aurait mal tourné. Le plan était donc qu'Auréa tende un piège à Adam pour le faire venir jusqu'au restaurant. Après ça, Alex attendait à l'extérieur, il les a vus sortir. Il les a donc suivis dans la rue. Et au bout d'un moment, il s'est saisi d'une brique qu'il a trouvée sur le côté, et il s'est mis à attaquer Adam à plusieurs reprises, puis à le poignarder. Après, il a commencé à parler à Auréa. Et c'est elle-même qui lui a dit qu'il fallait qu'il la frappe, puisque si elle n'avait aucune ecchymose, rien du tout, ça allait forcément éveiller les soupçons des policiers. Donc c'est pour ça en fait qu'il l'a frappée par la suite, et que comme le témoin l'avait dit plus tôt, que les coups étaient quand même retenus, comparé à la violence qui avait été commise auprès d'Adam. On a donc les aveux du meurtrier et le nom des personnes impliquées. Un mandat d'arrêt va être lancé contre Auréa, mais elle s'est déjà enfuie en Italie depuis 2 années. Donc bien sûr, impossible de la retrouver, et surtout, elle n'a pas choisi ce pays sans raison. Elle savait très bien que l'extradition était extrêmement difficile à partir de ce pays, puisque l'Italie est contre la peine de mort. Ils sont très réticents à renvoyer quelqu'un qui est susceptible d'être condamné à la peine de mort. Et c'est justement ce qui va se passer dans le cas d'Auréa. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Porto Rico, il n'y a pas de peine de mort. Elle a été abolie. Donc finalement, elle n'avait aucune chance d'être condamnée pour ça. Le maximum qu'elle pouvait avoir, c'était la prison à perpétuité. Mais l'Italie a quand même impliqué ce principe. Elle ne voulait pas la renvoyer, il ne voulait pas procéder à son extradition. Alex va tout de même être jugé de son côté en juin 2008. Il va plaider coupable et on sait également qu'il a passé un accord avec les policiers acceptant de totalement collaborer avec eux. Auréa en Italie va complètement changer d'apparence, elle va changer de coiffure, se teindre les cheveux, elle va également changer de nom à plusieurs reprises et elle va faire la rencontre d'un chauffeur de taxi florentin avec qui elle va avoir 2 jumelles. Mais en 2008, vu que l'affaire est de plus en plus médiatisée et qu'on découvre qu'elle est en Italie, là, la couverture médiatique va être beaucoup plus importante, que ce soit au niveau des journaux américains ou des journaux européens. Et les journaux européens vont même la surnommer à ce moment-là la veuve noire. Et justement, son compagnon va lire le journal un jour et il va découvrir que sa compagne est une fugitive. Lorsqu'il découvre la vérité, il va la quitter et il va obtenir la garde de ses 2 filles.
L'extradition étant difficile, la famille d'Adam décide d'engager un détective privé qui va se rendre directement en Italie afin de suivre le passage d'Auréa et de savoir à peu près ce qu'elle fait. Et grâce à ça, on va découvrir qu'en 2012, elle s'est approchée d'une organisation juive avec des faux papiers attestant que elle et ses filles étaient de descendance juive. Et en fait, son but derrière, c'était de pouvoir aller en Israël et d'être protégée par la communauté juive et d'ainsi éviter l'extradition. Ce plan ne va pas du tout marcher, heureusement. Grâce à ce détective, on va également apprendre qu'elle a voyagé dans plusieurs pays durant sa fuite. Elle a voyagé en France, en Espagne et également en Angleterre. Toujours sous des noms différents, avec beaucoup de différentes pièces d'identité. Donc en fait, elle avait toujours presque un coup d'avance sur les autorités. Elle arrivait à voyager. Donc ça a duré quand même plusieurs années comme ça. En 2013, le FBI va décider d'établir un plan d'action avec les autorités espagnoles. Ils vont créer une sorte de compagnie touristique complètement fictive basée en Espagne. Cette compagnie va alors téléphoner à Auréa. Auréa, il faut savoir que lorsqu'elle était en Italie, elle était guide touristique. Ils vont donc la contacter et lui proposer un travail. À ce moment-là, Auréa, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'un travail et surtout, c'est parfait pour elle puisqu'elle parle espagnol. Elle accepte donc directement de travailler pour eux. Elle va aller prendre un avion pour se rendre à Madrid. Lorsqu'elle va arriver à Madrid, les forces de l'ordre sont là et l'attendent et vont directement l'arrêter et l'amener en détention en Espagne. Dans le même temps, Marcia et José, eux, vont être mis en détention également en attendant qu'Auréa arrive pour avoir un procès tous les trois. Là, les négociations doivent commencer entre l'Espagne et les États-Unis. Et ça va être beaucoup plus long que ce qu'ils avaient prévu. Ils pensaient que ça allait prendre quelques mois, mais finalement, ça va prendre une année. Et finalement, lorsqu'elle est en détention, Auréa va tomber enceinte d'un autre détenu avec qui elle a eu une aventure. Elle va même être autorisée à l'épouser en prison. Et elle va donner naissance à une petite fille, toujours en prison. Elle va justement essayer d'utiliser ça pour éviter l'extradition. Elle va se rendre auprès d'un procureur et elle va lui dire « Je suis maintenant la mère d'une citoyenne espagnole, donc je demande à rester sur le territoire. » Cette tentative ne marchera pas et elle sera bel et bien transférée à Porto Rico avec sa fille. Le 24 septembre 2015, Auréa et sa fille, qui est à ce moment-là 1 mois, vont arriver à Porto Rico. Auréa de son côté va être mise en détention et sa fille va être placée dans une famille. Le procès devait se tenir en août 2017, mais suite à des retards juridiques et également avec le passage de l'ouragan Maria, il va être décalé en août 2018, soit 1 an après. Il faut quand même se rappeler que le meurtre a eu lieu en 2005, donc ça a fait 14 ans en fait qu'on attend de pouvoir la juger. Le procès va être très incriminant pour les 3 accusés. Déjà, le premier fait, c'est qu'Alex est présent, mais pas en tant qu'accusé, puisque lui, il a déjà été jugé, mais en tant que témoin de l'accusation. Et là, il va tout dire, donc ce que je vous ai raconté précédemment. Il va tout raconter. Un autre élément, c'est que le FBI, entre-temps, a réussi à mettre la main sur les mails qui ont été échangés entre Alex et Marcia. Des emails où il demandait de l'argent pour justement le meurtre qu'il avait effectué, la famille qui répondait qu'il n'avait pas encore l'argent, mais que ça allait venir. Donc plein de choses qui les incriminaient. Et finalement, le verdict va être rendu et ils vont être déclarés tous les 3 coupables et ils vont être condamnés à la prison à perpétuité. Lors du procès, Auréa va se mettre à pleurer et elle va dire « Je suis innocente » et le temps le prouvera. Mais surtout, elle va se retourner auprès du père d'Adam qui est présent et elle va lui dire « Vous êtes content maintenant ?» À ce qu'il lui va répondre « Tais-toi ». Je le dis poliment parce qu'il n'a pas répondu aussi poliment. Voilà, je pense que vous avez compris. Pour moi, cette affaire est un exemple typique de la rencontre de l'avarice la plus profonde avec la générosité d'un homme qui n'hésitait pas à tout faire pour les personnes qu'il aimait. Cette affaire a été complexe et longue et je pense que c'est pas sans raison. On avait déjà des témoins qui se manifestaient largement après, puis on avait une piste qui a été écartée pour se focaliser sur une qui était totalement erronée. La question que je me pose, c'est est-ce que tout ça n'aurait pas pu être évité ? Parce que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on ne s'est pas plus focalisé sur Auréa dès le début, étant donné qu'elle était la compagne d'Adam. Et pas que, elle avait quand même un mobile financier, et c'était la seule qui avait vraiment un mobile financier. Elle a clairement montré son intérêt pour l'argent après sa mort lorsqu'elle a porté plainte contre les parents d'Adam, et surtout elle n'a voulu absolument pas coopérer avec la police ni avec sa famille. Donc
il y avait tellement d'éléments que j'ai un peu du mal à comprendre qu'on ne se soit pas plus focalisé sur elle. Après, même si en plus on n'avait pas forcément de choses matérielles concrètes contre elle, étant donné qu'elle était suspecte, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on n'a pas surveillé et vu qu'elle allait partir, pouvoir empêcher ça. Après, peut-être que ce n'était pas possible, mais c'est vrai que ça me paraît un peu flou et un peu étrange sur le coup. Je dois l'avouer, ça a été une affaire qui a été assez complexe à tout résumer, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui diffèrent, des trous dans le temps avec la fuite d'Auréa. En tout cas, j'espère que j'ai quand même réussi à vous expliquer assez clairement pour que vous compreniez toute l'affaire. Et j'aimerais aussi savoir, puisque c'est une histoire qui a été assez médiatisée mais au niveau américain mais également européen, j'aimerais savoir si vous étiez au courant de toute cette affaire, si vous en aviez entendu parler au moment des faits ou même après. J'en profite également pour remercier l'abonné qui m'a conseillé cette affaire. Je ne la connaissais pas du tout et je l'ai trouvée hyper intéressante, donc merci pour cette recommandation. Je m'excuse d'avance pour les hispanophones, j'espère que ce mot existe. Si je vous ai blessé avec certaines prononciations, j'ai fait de l'espagnol il y a très très longtemps et je ne suis pas la plus douée pour les accents, que ce soit en italien, en anglais ou en espagnol. Je suis plutôt mauvaise, j'ai toujours un énorme accent français lorsque je parle. Donc j'espère ne pas avoir heurté trop de personnes. Pareil avec le prénom Adam, j'ai voulu le prononcer de façon plus canadienne pour que ce soit plus proche de qui il était. Pour ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs vidéos, vous avez dû remarquer un changement de décor autour de moi. Je n'ai pas déménagé, je suis juste partie quelques jours pour sortir de la ville et prendre un peu l'air. Donc c'est une location. Et peut-être que je vais avoir des petits problèmes au niveau du micro parce que ça résonne pas mal ici. Je vais essayer d'arranger comme je peux au niveau du montage, mais j'espère que l'écho ne sera pas trop fort. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et d'activer la cloche pour les notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.